Tu te trouves en Afrique. Ici, la faune et la flore sont uniques, foyer d'une grande variété de cultures et de langues. Surtout, l'Afrique abrite le plus grand désert chaud du monde, le Sahara. Il fait jour et tu as soif d'eau et d'ombre. Tu marches depuis des jours à la recherche d'une de ces précieuses oasis. Tu sens que tu es proche, mais l'horizon ne cesse de s'étendre et de se prolonger. Ton esprit est fatigué et ton corps souffre vraiment de la chaleur. C'est comme si tu avais mangé une assiette entière de piment et encore plus, à en juger par la quantité de sueur que tu transpires. Et quand je dis chaud, je veux dire 38 degrés Celsius en moyenne. Pas étonnant que cela se produise. Après tout, tu te trouves dans le désert le plus chaud du monde. Je dis désert chaud, car les plus grands paysages désertiques sont en fait des paysages froids, situés en Antarctique et en Arctique. Le désert glacé de l'Antarctique fait plus ou moins la taille d'1 million de lacs. Oui, je parle bien de l'aéroport international de Los Angeles. Le désert arctique est juste un peu plus petit que ça. Au cas où tu ne le saurais pas, le désert du Sahara est situé en Afrique du Nord et s'étend de l'océan Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Il occupe une superficie suffisante pour placer environ 100 000 parcs à thème de Disney World côte à côte. Selon les scientifiques, ces frontières sont en train de s'étendre. Les déserts se forment généralement dans les régions subtropicales, en raison de ce que l'on appelle la circulation de Hadley. L'air monte à l'équateur et descend dans les régions subtropicales. Cette circulation d'air a un effet asséchant qui favorise la formation de paysages désertiques. Depuis les années 1920, on estime que le Sahara s'est étendu de plus de 10%. Comment cela se produit-il ? Eh bien, commençons par le début. Tu sais probablement que le désert du Sahara est l'un des endroits les plus inhospitaliers du monde de nos jours. Pour info, pour qu'un endroit soit considéré comme un désert, il doit recevoir moins de 10 cm de pluie par an. En raison de ce très faible indice de précipitation, les déserts sont traditionnellement des endroits secs et arides. Il y a peu d'humidité dans l'air et les températures diurnes peuvent atteindre 54 degrés Celsius. En général, il n'y a pas beaucoup de vie animale et végétale à cause du manque d'eau. Mais dans le cas du Sahara, cela n'a pas toujours été le cas. Il peut être difficile d'imaginer l'Afrique du Nord sans les tonnes de sable qu'elle possède aujourd'hui. Mais il y a environ 20 000 ans, le Sahara était en fait une grande oasis. Des découvertes récentes montrent des preuves évidentes de ce que les scientifiques appellent désormais le Sahara vert. Au milieu des années 1800, un explorateur allemand qui traversait le Sahara a découvert des peintures et des gravures que des artistes nomades avaient laissées derrière eux. Ce qu'il a vu dans ces peintures ne ressemblait en rien à ce qui l'entourait réellement. Au lieu d'un paysage aride avec seulement des chameaux et une végétation désertique, les peintures rupestres représentaient des animaux de la jungle tels que des girafes et des hippopotames. Il y avait même des images de bétail et d'animaux de pâturage comme des bovins et des moutons, ce qui semble impossible pour le Sahara d'aujourd'hui. Les artistes dessinent généralement ce qu'ils voient autour d'eux. C'est pourquoi cette découverte a vraiment intrigué l'explorateur allemand. Les dessins étaient si précis que les artistes ont dû avoir un contact étroit avec ces animaux. On peut trouver cet art rupestre dans toute la partie nord du continent africain, du Sahara occidental à l'Arabie saoudite. Les géologues se sont rapidement intéressés eux aussi à cette question et ont trouvé les premiers indices que cela pouvait signifier. Ils ont pu confirmer qu'en fait, l'Afrique du Nord était autrefois beaucoup plus humide. Ils ont trouvé des preuves dans les sédiments des eaux profondes au large des côtes de la Mauritanie. Des carottes de sable et de boue sous-marine, également connues sous le nom de couches d'air saharien, ont montré aux géologues qu'en fait un Sahara vert était possible. Plus la poussière s'échappe du désert et se dépose au fond de l'océan, plus le climat de la région est sec. Les carottes de sédiments montrent qu'il y avait beaucoup moins de poussière, 2 fois moins, en provenance d'Afrique du Nord pendant la période humide. Cette période est liée au cycle naturel de la Terre. Normalement, la Terre tourne selon une inclinaison de 23,5 degrés. Mais cet angle n'est pas constant et change au fil du temps. L'inclinaison de la Terre est responsable de la quantité de lumière que reçoit chaque hémisphère. Elle affecte plusieurs fonctions de l'écosystème de la planète. À l'époque du Sahara vert, la Terre recevait entre 4 et 8% de plus de lumière solaire qu'aujourd'hui. Ainsi, lorsque la Terre s'est inclinée il y a environ 20 000 ans, l'hémisphère nord a reçu plus de lumière solaire directe, ce qui a affecté les niveaux d'humidité dans la région. Le réchauffement de l'hémisphère nord a eu une incidence sur le fonctionnement des moussons, plus particulièrement la mousson d'Afrique de l'Ouest. Les moussons sont des systèmes de vent qui affectent l'indice de précipitation et les niveaux d'humidité d'une région. Lorsqu'une partie du globe se réchauffe, cela permet à davantage d'air de s'élever.
Ils se combinent avec le vent pour attirer l'humidité dans l'atmosphère. Petit à petit, l'Afrique du Nord est également devenue plus humide. Cette humidité supplémentaire a rendu le Sahara si irrigué qu'il y avait de véritables étendues d'eau dans la région. Avec la croissance de la végétation, les plantes ont mieux retenu l'humidité que le sable nu. Il existe des preuves de l'existence de bassins naturels dans tout le Sahara et de lacs si grands qu'ils pourraient y contenir tous les grands lacs des États-Unis. Les archéologues ont découvert des preuves de l'existence de communautés dynamiques dans ce qui est aujourd'hui une zone aride. Apparemment, les cultures anciennes ont su tirer pleinement parti de la période humide de l'Afrique. Selon le chercheur, la population humaine a atteint son apogée dans le Sahara il y a environ 9000 ans. On trouve des traces de foyers, d'outils de chasse, d'hameçons et même de monticules d'eau de poissons. Les archives montrent qu'il y a eu plus de 230 périodes vertes sur une période de 8 millions d'années. Le rayonnement solaire change constamment en raison des cycles orbitaux naturels. C'est pourquoi la Terre assistera très certainement à un autre épisode de Sahara vert. Cela pourrait être dans des milliers d'années, certes, mais cela arrivera. De la même manière que le Sahara deviendra vert, il deviendra aussi de nouveau jaune. Disons-le comme ça pour résumer. Il suffira d'une inclinaison axiale importante et de quelques années de réajustement. Cependant, un autre phénomène retient actuellement l'attention des scientifiques. Des études récentes de la National Science Foundation, menées par l'Université du Maryland, montrent que le Sahara s'est étendu de 10% au cours des 90 dernières années. Ce phénomène se dénomme désertification, ce qui signifie littéralement que les terres fertiles se transforment en terres désertiques. Le désert du Sahara progresse désormais dans la région semi-aride du Sahel. En 1950, cette région comptait 31 millions d'habitants. Aujourd'hui, sa population dépasse les 100 millions d'habitants. Cette croissance démographique rapide a largement contribué à l'expansion du Sahara. Les agriculteurs, autrefois nomades, ont commencé à se sédentariser. L'utilisation des terres s'est intensifiée, ce qui a contribué à affaiblir le sol. La demande de nourriture a entraîné une surexploitation des terres, de sorte qu'une part encore plus grande de celle-ci s'est transformée en désert. L'étude montre également que les cycles climatiques naturels peuvent affecter les précipitations dans le Sahara et le Sahel. Les scientifiques affirment que tous les déserts fluctuent, et pas seulement le Sahara. La frontière d'un désert peut s'étendre pendant l'hiver sec et se contracter durant l'été plus humide. Au sud du Sahara se trouve le bassin du Tchad. Il s'agit d'une étendue d'eau naturelle qui sert désormais d'indicateur de l'expansion du Sahara. Le bassin du Tchad est situé dans la région où le Sahara progresse vers le sud. Un expert en atmosphère et en océan de l'Université du Maryland explique que les précipitations ont fortement diminué dans toute la région. En raison de la réduction des précipitations, il y a moins d'eau dans tout le bassin, et même le lac Tchad s'assèche. Tout comme le Sahara, le désert d'Atacama au Chili, réputé le plus sec du monde, est également en expansion. Il est situé au nord de la ville de Santiago, et sa frontière sud s'étend vers la capitale chilienne. Le climat devient de plus en plus sec ici, et la ville de Santiago risque de devenir elle-même une région aride ou semi-aride. Les vallées autrefois fertiles des rivières locales, qui ont vécu de l'agriculture et de l'élevage pendant de nombreuses générations, perdent leurs revenus à mesure que la terre chilienne se transforme en désert. Depuis 2010, Santiago a reçu seulement un tiers de ses précipitations habituelles. En dehors de la ville, les agriculteurs creusent des trous à la recherche de l'or bleu, c'est-à-dire tout simplement l'eau. La situation ici est très similaire à celle du Sahel. Alors dis-moi, as-tu été aussi surpris que moi de découvrir ce qui se passe dans la région sahélienne ? N'hésite pas à partager dans les commentaires ci-dessous. Sous le soleil brûlant, parmi les dunes de sable, quelque part dans le désert du Sahara, tu marches à la recherche d'un trésor ancien. Finalement, tu trouves un étrange rocher dans le sable. Il est grand, ressemble à un gros morceau de charbon ou de roche noire, mais quelque chose de brillant à sa surface rend la roche inhabituelle. Cette trouvaille unique est la chose la plus ancienne qui ait jamais été découverte sur notre planète. Cette roche est née bien avant que la Terre n'apparaisse dans l'espace. La météorite inhabituelle a été trouvée en 2020 dans une zone reculée du désert du Sahara. Les scientifiques ont analysé les isotopes de magnésium et d'aluminium à la surface de la pierre et ont découvert que son âge est d'environ 4,5 milliards d'années. Pour l'instant, il s'agit du plus ancien échantillon de magma provenant de l'espace de l'histoire. Il appartient à une petite protoplanète qui n'a pas eu le temps de se former complètement. Cela s'est passé il y a très longtemps, lorsque notre système solaire se formait. De nombreux astéroïdes gigantesques flottaient alors dans l'espace. Certains d'entre eux se sont transformés en énormes corps célestes qui sont ensuite devenus des planètes.
Les grosses planètes rocheuses ont absorbé les plus petites. La roche faisait partie d'une petite protoplanète qui venait de commencer sa formation. Mais un autre astéroïde monstrueux l'a détruite. La planète s'est brisée en milliards de morceaux. Certains d'entre eux sont devenus des parties d'autres planètes. D'autres se sont envolés en dehors du système solaire. Et un morceau a erré dans l'espace jusqu'à la formation de notre Terre. Après cela, il a heurté l'atmosphère de la planète et est tombé dans le territoire aujourd'hui connu sous le nom de désert du Sahara. La roche a été découverte en 2020, mais l'érosion des roches extraterrestres montre qu'elle aurait pu tomber bien plus tôt. Cette chose ancienne pesant environ 30 kg a plusieurs morceaux de différentes météorites à l'intérieur. En termes simples, c'est une roche volcanique composée de lave. Elle a refroidi, s'est solidifiée et s'est cristallisée. C'est pourquoi on peut y remarquer la présence de paillettes. Les scientifiques espèrent qu'une étude plus poussée de la roche permettra d'en apprendre davantage sur la fondation de notre système solaire. Le plus gros astéroïde découvert aux États-Unis est Willamette. Sa taille est de 7,8 mètres carrés et son poids est de plus de 15 tonnes, soit la moitié du poids d'un bus. Plusieurs personnes peuvent tenir sur l'espace de cet objet de l'espace. Mais le plus intéressant, c'est que ce n'est pas une roche comme la plupart des météorites qui ont été trouvées. Willamette est composé de nickel et de fer. Ce morceau de métal massif a été découvert en 1906. Aujourd'hui, l'énorme roche est conservée au Musée américain d'histoire naturelle. La plus grande météorite jamais trouvée s'appelle Oba. Elle est située en Namibie et n'a jamais été déplacée car elle est trop lourde. Le poids de Oba est de 60 tonnes, soit plus qu'un tank. Un événement spatial s'est produit le 28 février dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ce jour-là, un énorme flash a illuminé le ciel. Puis, il y a eu un grand fracas. Plusieurs habitants ont ouvert la porte de leur maison et ont remarqué une tache noire de suie sur la pelouse. Ils ont immédiatement deviné ce qui s'était passé et ont signalé la trouvaille au réseau britannique d'observation des météorites. Si jamais tu trouves une météorite, signale-la le plus vite possible à un centre de recherche géologique ou spatial. Plus une roche spatiale reste longtemps sur le sol, plus elle perd rapidement de sa valeur. La pluie, la poussière, la neige, le vent, le soleil, tous ces facteurs endommagent la surface de la météorite, ce qui rend ensuite difficile l'étude de l'objet céleste. La météorite trouvée en Angleterre ressemble à du charbon, mais elle est beaucoup plus tendre et plus fragile. Elle contenait très probablement de l'eau gelée. La roche fait partie d'un énorme astéroïde qui a traversé l'espace lorsque notre système solaire n'était pas encore complètement formé. On a trouvé une combinaison unique de minéraux à l'intérieur de la roche, qui pourrait aider les scientifiques à en savoir plus sur les origines du système solaire et de la vie sur Terre. Rendons-nous maintenant en Allemagne, dans la petite ville de Nordlingen. Une énorme météorite ancienne est cachée ici. Il est très difficile de la remarquer, à moins de connaître le secret de cette ville. Tu te promènes dans ces jolies petites rues et tu admires les bâtiments à l'architecture magnifique. Tu y passes toute la journée et tu ne vois rien qui te fasse penser à une météorite. Pour résoudre ce mystère, tu dois quitter la ville. Tu montes alors sur une haute colline et tu vois que la ville est située dans une cuvette. Pendant longtemps, les habitants étaient persuadés que la ville était située dans le cratère d'un volcan éteint. Si tu regardes les maisons sous un certain angle, tu remarqueras peut-être un éclat inhabituel qui en émane. Au milieu du XXe siècle, un groupe de géologues est venu ici et a immédiatement déclaré que le cratère ne ressemblait pas à celui d'un volcan. Non, la ville a en fait été construite sur un énorme cratère laissé par une météorite. Le gigantesque corps céleste est tombé ici il y a environ 15 millions d'années. Il était si chaud que les bulles de carbone à l'intérieur se sont instantanément transformées en petits diamants. Lorsque les gens ont construit la ville, ils ne savaient pas qu'ils utilisaient des pierres précieuses, car les diamants étaient à peine visibles. Les habitants n'ont jamais attaché d'importance au fait que les murs de la ville brillaient de façon inhabituelle au soleil. Aujourd'hui, ils pensent que cet endroit a été construit à partir de diamants tombés du ciel. Notre prochain arrêt est à nouveau au Royaume-Uni. Cette fois, les rochers sont d'origine terrestre. Le célèbre site de Stonehenge. Les gens ont placé ici des cercles de pierre dans un certain ordre. Tout le monde connaît ce monument archéologique, mais personne ne sait avec certitude la raison de sa création. Une autre construction, construite à partir de roches mystérieuses, a été découverte à seulement 3 km de là. On l'a baptisé Superhenge. Il est plus grand, plus lourd et prend plus de place. Chaque plaque ici mesure 4,50 m, ce qui correspond à la hauteur de 2 étages. Autrefois, les pierres se tenaient verticalement et formaient un énorme demi-cercle. Mais quelqu'un a renversé les pierres il y a environ 4500 ans, si bien qu'on n'a pas pu les détecter pendant longtemps.
Les scientifiques ne peuvent toujours pas résoudre le mystère de Superhenge, mais ils pensent que les pierres verticales faisaient partie d'un énorme monument. D'autres rochers étonnants se trouvent dans le sud du Costa Rica. Il y en a des grosses, de la taille d'un humain, et d'autres plus petites, de la taille d'une boule de bowling. Et elles ont toutes une forme parfaitement ronde. Ces sphères rocheuses géantes ont été créées par des humains. Il a fallu des années de polissage à l'aide d'outils en pierre pour obtenir cette forme ronde parfaite. Ces boules sont incroyablement lourdes, mais peuvent facilement rouler comme un ballon de basket. Toutes les roches sont d'un âge différent. Certaines d'entre elles ont été créées il y a environ 2500 ans. La plupart d'entre elles sont faites de magma volcanique fondu. À ce jour, les scientifiques ne savent pas dans quel but ces pierres étaient utilisées. Elles ont été trouvées dans différentes parties du Costa Rica, près des grandes villes. Il est possible que les anciennes civilisations les aient installées spécifiquement pour montrer la grandeur des rois locaux. De plus, de nombreux experts pensent que les pierres ont été utilisées comme outils pour étudier l'astronomie. Les personnes qui connaissaient l'utilité des roches ont disparu et l'histoire des pierres s'est perdue avec elles. Terminons notre voyage avec la découverte archéologique la plus étonnante de toutes. Tu te promènes dans le désert péruvien et tu grimpes sur une petite colline. Tu regardes en bas et tu remarques que la surface de la colline est couverte de lignes étranges. Tu t'éloignes et tu vois un énorme chat sur la colline. Un tel dessin s'appelle un géoglyphe. Sa longueur est d'environ 35 mètres, ce qui correspond à la moitié de la taille d'un avion de ligne Boeing. Les archéologues ont découvert le chat géant en 2020 et ont découvert qu'il avait été créé quelque part entre 200 et 100 avant notre ère. Ce dessin énorme fait partie d'un groupe mystérieux de différentes images. En plus du chat, il y a d'autres animaux, des plantes et des personnages fantastiques. Tous ont été trouvés dans le désert péruvien. Le chat a été trouvé par hasard. Les archéologues ne l'ont pas vu au début car l'érosion naturelle sur le flanc de la colline a presque effacé la silhouette.